Je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils, devenu médecin, me regarderait droit dans les yeux pendant que je me vidais de mon sang sur un brancard et qu'il me dirait d'une voix glaciale « Je préfère mourir plutôt que de sauver une ratée comme toi ». Ces mots, terribles et cruels, sont sortis de la bouche de Julien, mon fils unique, lorsqu'on lui a demandé de donner un peu de son sang pour me sauver la vie. Ce qu'il ignorait, c'est que tout était enregistré. Une petite caméra cachée dans ma veste captait chaque seconde de sa trahison. Je m'appelle Michel Arnaud, j'ai 68 ans et j'ai passé ma vie à croire que j'étais une bonne mère. J'ai élevé seul mon fils après la mort de mon mari. J'ai bâti un petit empire immobilier à Lyon, en partant de rien. J'ai travaillé sans relâche, parfois 18 heures par jour pendant plus de 40 ans, pour lui offrir tout ce que je n'ai jamais eu. Une éducation exemplaire, une maison confortable, les meilleures écoles privées et la possibilité de choisir sa carrière. Je lui ai payé ses études de médecine à la Sorbonne Université, puis son internat à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Et, le jour de sa remise de diplôme, je me suis dit « Voilà, ma vie a eu un sens ». J'ai même acheté son premier cabinet médical, à 2 pas de la place Bellecour à Lyon. Je pensais avoir élevé un homme de cœur, un médecin animé par le serment d'Hippocrate. Mais je me trompais lourdement. Tout a commencé le lundi 21 octobre 2024 à 3 heures du matin. Depuis plusieurs jours, je ressentais de violentes douleurs à l'estomac, que j'attribuais à ma tension ou à mon âge. Cette nuit-là, la douleur devint insupportable, puis j'ai commencé à vomir du sang. Mon voisin, Jean-Marc Reynaud, m'a retrouvée inconsciente dans le couloir de mon immeuble du 6e arrondissement de Lyon. Il a immédiatement appelé les urgences. On m'a transporté à l'hôpital Édouard Herriot. Le docteur Laurent Delmas, un homme d'une 50aine d'années, m'a expliqué avec gravité « Madame Arnaud, vous avez une hémorragie interne grave, causée par la rupture de varices œsophagiennes. Votre tension chute dangereusement. Il faut une transfusion immédiate. Mon groupe sanguin est O négatif, rare. Le stock de l'hôpital était presque épuisé et chaque minute comptait. Nous devons trouver un donneur compatible rapidement, m'a dit le docteur Delmas. Vous avez des proches susceptibles de l'être ? J'ai prononcé le nom de mon fils, Julien Arnaud, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Nous avons le même groupe sanguin. Il le sait, car il m'avait déjà donné un peu de son sang il y a 10 ans, après une opération bénigne. Il est arrivé à 5h17 du matin. Lorsqu'il a franchi la porte du service d'urgence, j'ai cru que le cauchemar s'achevait. Je me suis senti soulagé, réconforté. Il portait sa blouse blanche, son badge brillant, ce regard de médecin sûr de lui que j'avais admiré tant de fois. Le docteur Delmas s'est approché de lui. « Docteur Arnaud, votre mère a besoin d'une transfusion d'urgence. D'après nos registres, vous avez le même groupe sanguin. 400 millilitres suffiraient. C'est une question de vie ou de mort. » Julien m'a regardé. Son expression était vide. Ni compassion, ni panique, ni même surprise. Seulement une froideur clinique. Puis, il a soufflé. « Je ne donnerai pas une seule goutte de mon sang pour sauver cette femme. Je préfère mourir que sauver une ratée comme toi, maman. » Le silence a traversé la pièce comme une lame. L'infirmière Camille Durand a figé, bouche bée. Le docteur Delmas a blêmi. Moi, je n'ai pas eu la force de parler. « Mais docteur, c'est votre mère !» a protesté Delmas. « Exactement, » répondit Julien, avec un sourire glacial. « Et plus tôt elle meurt, mieux ce sera, pour tout le monde. » Le docteur Delmas, bouleversé, a contacté d'urgence un autre hôpital. Par miracle, on a trouvé un donneur compatible à la Croix-Rousse, et la transfusion a été faite à temps. J'ai survécu. Mais l'idée même que mon propre fils m'aurait laissé mourir me rongeait de l'intérieur. Les jours suivants, j'ai choisi de simuler une faiblesse extrême. Je voulais observer, voir jusqu'où il était prêt à aller. Les médecins pensaient que j'étais encore confuse, mais ma lucidité était intacte. Le vendredi après-midi, j'étais allongé dans ma chambre d'hôpital, feignant de dormir. J'ai entendu la porte s'ouvrir discrètement. Julien est entré, accompagné de sa femme, Béatrice. Il pensait que j'étais inconsciente. « Tu es sûre qu'elle ne nous entend pas ?» chuchota Béatrice. « Oui. Les médecins disent qu'elle délire, et avec les calmants qu'ils lui donnent, elle ne captera rien. » J'ai retenu mon souffle. « Il faut accélérer le placement, » dit Béatrice d'une voix sèche.
Plus elle reste lucide, plus elle risque de reprendre le contrôle de ses affaires. J'ai déjà pris contact avec la résidence Saint-Clotilde, répondit Julien. Elle peut y entrer mercredi prochain. Là-bas, ce sera facile de prouver qu'elle n'est plus apte à gérer ses biens. Et pour les appartements ? Celui de la rue Garibaldi, la maison à Annecy, et surtout son compte principal. Il y a plus de 850 000 €. J'ai parlé à Meulefebvre, le notaire. Dès que le certificat médical sera prêt, je deviendrai sa tutrice légale. Mon cœur s'est serré. Mon fils, mon unique fils, préparait méthodiquement ma mise sous tutelle pour s'approprier tout ce que j'avais construit. Ils restèrent encore 10 minutes à discuter de moi comme d'une marchandise. Puis ils sont partis, sûrs de leur impunité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais tout enregistré. Depuis plusieurs mois, j'avais installé un petit enregistreur audio dans mon sac à main, après plusieurs vols dans notre immeuble. Ironiquement, cette précaution allait devenir ma meilleure arme. Le lundi suivant, j'ai obtenu mon congé médical. À peine rentré chez moi, j'ai écouté les enregistrements. Chaque mot, chaque menace, chaque rire cynique. Tout était là. Mais j'avais besoin de plus de preuves. J'ai contacté Étienne Martin, un détective privé à la retraite, ancien policier de la brigade financière. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café du quartier des Brotteaux. Madame Arnaud, donnez-moi tous les éléments, date, nom, avocat, tout ce que vous avez. Si votre fils a des dettes, il a forcément laissé des traces. Je lui ai remis les enregistrements et le nom de Maître Perrin, l'avocat qui représentait Julien. Étienne a pris des notes, m'a serré la main. « Laissez-moi 72 heures. Je vous rapporterai tout. » Pendant ce temps, j'ai appelé François Delcourt, un ami proche de mon mari, ancien directeur du Conseil de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes. « Michel, ce que tu me racontes est grave. Julien avait une réputation impeccable, mais j'ai entendu des rumeurs. Un dossier étouffé à Pompidou. Je vais fouiller un peu. » 3 jours plus tard, Étienne m'a rappelé. « Madame Arnaud, la situation est catastrophique. Votre fils est impliqué dans 3 affaires de fraude médicale entre janvier et juillet. Il aurait pratiqué des opérations inutiles sur des patients âgés, facturant jusqu'à 15 000 € par intervention. Plusieurs familles ont porté plainte. Le montant total des indemnisations dépasse les 500 000 €. Et le parquet de Paris enquête pour escroquerie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. J'étais pétrifié. Mon fils n'était plus seulement un traître. C'était un criminel. Mais Étienne n'avait pas fini. Votre belle-fille, Béatrice, n'est pas innocente non plus. En tant qu'avocate, elle a aidé à falsifier des contrats et à détourner de l'argent. Son cabinet est au bord de la faillite, et elle fait l'objet d'une enquête disciplinaire du barreau de Paris. Je sentais ma colère se transformer en une lucidité glaciale. Je savais désormais que je ne pouvais compter que sur moi-même. Quand Étienne m'a transmis son rapport complet, je suis resté assise de longues minutes, incapable de respirer. Chaque page semblait une gifle. Tout ce que j'avais refusé de croire se trouvait désormais noir sur blanc. Mon fils, Julien Arnaud, médecin respecté, avait transformé sa carrière en un réseau de fraudes, de mensonges et de manipulations. Le document contenait des relevés bancaires, des courriels falsifiés, des copies de certificats médicaux modifiés. Certaines opérations avaient été pratiquées dans des cliniques privées à Neuilly-sur-Seine et à Villeurbanne, d'autres dans des établissements publics où il profitait de son statut de chef de service intérimaire. Plusieurs de ces patients étaient décédés des suites de complications évitables. Et, pire encore, Julien et Béatrice avaient utilisé mon nom dans un montage financier pour justifier un investissement médical de 320 000 €. Mon sang s'est glacé. Ils avaient usurpé ma signature sur des documents notariés. J'étais, aux yeux de la loi, complice de leur crime sans même le savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la cuisine, entourée de dossiers, les mains tremblantes. La cafetière ronronnait, la pendule battait doucement, et moi, je comprenais enfin que mon fils n'était plus l'enfant que j'avais élevé. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision irrévocable. Je le dénoncerai. Mais pas dans la colère. Non. Je le ferai avec méthode, avec la froideur d'une chirurgienne de l'âme. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat, maître Gérard Lemoine, un homme droit, d'une 50aine d'années, spécialisé dans les affaires de succession et de patrimoine. Je lui ai expliqué tout.
les enregistrements, les montages financiers, la tentative de mise sous tutelle. Il m'a écouté longuement, sans m'interrompre, puis a dit calmement « Madame Arnaud, si ce que vous affirmez est exact, il ne s'agit plus seulement d'une question de famille. Nous parlons ici de faux en écriture publique, d'escroquerie aggravée et de mise en danger de la vie d'autrui. Votre fils risque plusieurs années de prison. » Je sentais les larmes me monter aux yeux. Je voulais croire qu'il exagérait. Mais la réalité dépassait déjà tout ce que j'avais pu imaginer. 2 semaines plus tard, sur le conseil de Maître Lemoine, nous avons déposé une plainte officielle auprès du parquet de Lyon. Les gendarmes de la brigade économique et financière ont pris les éléments. Les fichiers audio, les relevés bancaires, les signatures. Je revois encore l'inspectrice, capitaine Bérangère Duflot, me dire « Madame Arnaud, c'est extrêmement grave. Mais vous avez bien fait. Peu de gens ont votre courage. » Elle avait les yeux durs, mais compatissants. Elle savait ce que cela coûtait à une mère de dénoncer son propre enfant. Pendant l'enquête, j'ai dû revivre chaque humiliation. On m'a demandé de confirmer les extraits sonores où Julien parlait de moi comme d'une vieille folle, de la source de tous ses problèmes. J'ai entendu Béatrice ricaner. Quand elle sera placée, on vendra tout. Et crois-moi, personne ne pleurera cette vieille vipère. Chaque mot me déchirait. Mais je tenais bon. Je savais que s'ils échappaient à la justice, ils finiraient par ruiner d'autres vies. Et je ne pouvais plus fermer les yeux. Les mois suivants ont été un calvaire de lenteur administrative et de procès d'intention. Julien a tout nié, évidemment. Il prétendait que j'étais désorienté, manipulé, atteinte de sénilité précoce. Il a même tenté de produire un certificat psychiatrique falsifié, prétendument signé par un confrère de Pompidou, le docteur Vasseur, affirmant que j'étais incapable de gérer mes affaires. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'avais copié tous ces courriels, ces relevés téléphoniques, et que les signatures avaient été expertisées. Le rapport graphologique a confirmé que c'était bien lui. Lorsque la juge d'instruction, Madame Colette Bernier, lui a montré les preuves, Julien a pâli pour la première fois. « Docteur Arnaud, vous êtes accusé de faux, usage de faux, escroquerie aggravée et abus de faiblesse sur personne vulnérable. Que plaidez-vous ? » Je ne savais pas, balbutia-t-il. Vous ne saviez pas que vous signez des documents au nom de votre propre mère ? Il n'a pas su répondre. Le masque de l'arrogance s'est fissuré. Béatrice, elle, a craqué plus vite. Convoquée par la commission disciplinaire du barreau de Paris, elle a tenté d'obtenir un arrangement, puis s'est effondrée en pleurs devant la juge. C'est moi qui ai préparé les papiers. C'est moi qui ai convaincu Julien. Il paniquait. On était au bord de la ruine. Elle a tout avoué. Les comptes offshores à Monaco, les factures fictives, les honoraires de consultation médicale inexistantes. Elle a même reconnu avoir falsifié un testament, censé me déshériter au profit de Julien. J'ai écouté son témoignage sans bouger, le cœur vide. Je n'éprouvais plus de colère, seulement un immense chagrin. 18 mois plus tard, le verdict est tombé. Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Julien à 4 ans de prison ferme et à 5 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Béatrice a écopé de 3 ans de prison, dont 1 avec sursis et de radiation définitive du barreau. Le jour de l'audience, j'étais assise au premier rang. Julien m'a cherché du regard. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu en lui un homme brisé, amaigri, vidé de tout orgueil. Il a murmuré « Maman ». Mais je n'ai pas répondu. Dans mon cœur, mon fils était déjà mort. Les mois ont passé. Je me suis occupé de reconstruire ma vie, pas matériellement, mais intérieurement. Je me suis rapproché de ma petite fille, Sophie, qui avait 15 ans à l'époque. C'est une jeune fille douce, brillante, curieuse. Je lui ai ouvert mon cœur sans lui mentir, mais sans haine non plus. Un soir, alors que nous dînions ensemble, elle m'a demandé « Mamie, tu crois que papa pourra changer ?» Je lui ai répondu calmement « Le changement, ma chérie, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. S'il veut redevenir un homme bon, il devra commencer par réparer. Et cela prend du temps. Beaucoup de temps. » Les années ont filé. Julien a purgé sa peine à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Selon mon avocat, il s'est tenu tranquille.
Travail à la bibliothèque, comportement exemplaire, participation à un programme de réinsertion. Béatrice, elle, a été libérée 6 mois avant lui, après 2 ans et demi. Elle vit désormais à Grenoble, dans un petit appartement, employée comme secrétaire dans une clinique vétérinaire. Elle n'a jamais cherché à revoir sa fille. Julien, en revanche, a tenté. Le printemps dernier, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, tremblée, maladroite. Le cachet portait le timbre de Villeurbanne. C'était lui. Maman, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait. À toi, à Béatrice, à Sophie. Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voudrais seulement te dire que je comprends maintenant la gravité de mes actes. Si tu le permets, j'aimerais te voir, même 10 minutes, juste pour m'excuser. Je l'ai relu une dizaine de fois. Chaque mot semblait sincère, mais certaines blessures ne se referment jamais. Je lui ai répondu brièvement. « Julien, j'ai lu ta lettre. Si tu es vraiment repentant, vis ta vie honnêtement, travaille, sois utile. Mais ne cherche pas à me revoir. La femme que tu as laissée mourir ce jour-là n'existe plus. Monsieur A. » Aujourd'hui, 3 ans après cette tragédie, j'écris ces lignes depuis ma maison de campagne, à Clermont-Ferrand, entouré de silence et de paix. J'enseigne bénévolement dans une association d'aide aux personnes âgées victimes d'abus financiers. Je raconte mon histoire pour qu'aucune autre mère ne vive ce que j'ai vécu. J'ai compris que le sang ne définit pas la famille. L'amour, oui. Le respect, oui. La loyauté surtout. Sophie, ma petite fille, est devenue ma raison de vivre. Elle étudie la médecine à l'université Claude Bernard de Lyon et elle veut devenir médecin de campagne. Un soir, elle m'a dit « Je veux être la médecin que papa aurait dû être. Aider les gens, pas les utiliser. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. La boucle était bouclée. Les années ont passé. 3 ans se sont écoulés depuis le jour où j'ai entendu, au téléphone, la voix brisée de mon fils m'implorer de lui pardonner. Je vis désormais dans une maison ancienne, aux volets bleus, nichée au pied du puy de Dôme. L'air y est pur, le silence profond. Le matin, je bois mon café sur la terrasse en écoutant les oiseaux, et parfois, je repense à tout ce que j'ai traversé. Non pas avec colère, mais avec cette forme de sérénité qu'apporte la lucidité tardive. Je n'ai plus peur du passé. Je le regarde en face, sans trembler. Je sais désormais que certaines blessures ne cicatrisent pas, mais qu'on apprend à vivre avec leurs cicatrices. Et c'est peut-être cela, la véritable rédemption. Comprendre que le pardon ne se donne pas à celui qui le demande, mais à soi-même, pour continuer d'avancer. Sophie est devenue mon pilier. Elle a maintenant 19 ans. Elle vit à Lyon, dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, et poursuit brillamment sa 2e année de médecine. Chaque week-end, elle prend le train pour venir passer du temps avec moi. Je la vois arriver sur le quai, sac en bandoulière, cheveux attachés, le regard déterminé. Et je me dis que si quelque chose de bon est sorti de tout ce drame, c'est elle. Un dimanche soir, alors que nous préparions ensemble un gratin dauphinois, elle m'a dit « Mamie, tu sais ce que j'ai décidé ? Après mes études, je veux faire de la médecine humanitaire. Je veux aller dans les quartiers où personne ne va. Je veux réparer ce que papa a détruit. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement posé ma main sur la sienne et j'ai murmuré « Ma chérie, tu n'as rien à réparer. Ce ne sont pas tes fautes. Ce sont les siennes. Ce que tu fais, toi, c'est construire. C'est ça, la différence. » Elle a souri. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que j'avais perdu. L'espoir. Pendant longtemps, j'ai refusé de suivre les nouvelles de Julien. Mais la vie a une façon cruelle de nous ramener à ce qu'on fuit. Un matin de mars 2028, alors que je consultais mes mails, j'ai reçu un message inattendu de Maître Lemoine. « Michel, j'ai croisé votre fils hier à Lyon. Il travaille désormais dans une pharmacie de quartier rue Paul-Bert. Il semble changer. Je suis resté longtemps devant l'écran. Je ne savais pas si je devais me réjouir ou trembler. Julien, l'ancien chirurgien prestigieux, travaillant désormais derrière un comptoir à conseiller des personnes âgées sur des boîtes d'aspirine. Ironie du sort ou leçon du destin ? Peut-être les deux. Je n'ai rien répondu à mon avocat. Mais ce jour-là, quelque chose s'est fissuré en moi.
non pas de la haine. Plutôt une curiosité teintée de tristesse, comme celle qu'on éprouve en regardant les ruines d'un château que l'on a aimé. Quelques semaines plus tard, alors que je faisais mes courses au marché Saint-Antoine à Lyon, j'ai cru le voir. Un homme, mince, les cheveux grisonnants, portait une blouse blanche avec le badge. Julien A., préparateur en pharmacie. Il parlait doucement à une cliente âgée, l'aidant à choisir un médicament. Il avait l'air fatigué, mais calme. Et sur son visage, il n'y avait plus cette arrogance d'autrefois, ni cette froideur qui m'avait tant blessé. Je suis resté quelques secondes figé à l'entrée. Puis j'ai fait demi-tour. Je n'étais pas prête. Pas encore. Le soir même, j'ai tout raconté à Sophie. Elle a écouté en silence, sans jugement, puis m'a dit « Mamie, un jour, il faudra peut-être que tu lui pardonnes. Pas pour lui, mais pour toi. » Ces mots ont résonné longtemps. Elle ne savait pas à quel point ils étaient injustes. Mais le pardon, ce n'est pas un geste, c'est un chemin. Et j'en étais seulement au début. Les années ont aussi transformé Béatrice. Je l'ai appris par hasard, en lisant un article dans Le Progrès. On y parlait d'une ancienne avocate reconvertie dans le bénévolat animalier, à Grenoble. Elle y travaillait dans un refuge pour chiens abandonnés. Le journaliste décrivait une femme discrète, marquée par le passé, mais déterminée à se racheter. J'ai relu le nom 2 fois pour être sûr. C'était bien elle. Et étrangement, je n'ai ressenti ni rancune, ni colère. Juste une forme de soulagement. Peut-être que, finalement, chacun de nous trouvait sa voie vers la rédemption, à sa manière. Quant à moi, j'ai choisi d'utiliser ma douleur pour aider les autres. Je suis devenu bénévole dans une association lyonnaise nommée Main Solidaire, qui vient en aide aux seniors victimes d'abus financiers ou familiaux. Je donne des conférences, je raconte mon histoire, anonymement. Souvent, les femmes âgées dans la salle ont les larmes aux yeux. Certaines me disent à la fin « Vous avez eu du courage. Moi, je n'ai jamais osé. » Et chaque fois, je leur réponds « Le courage ne vient pas d'un jour. Il vient du moment où on se dit « Assez ». Un jour, après une de ces conférences à la Maison des associations de Lyon 7e, une femme s'est approchée de moi. Elle avait la cinquantaine, le regard doux, la voix tremblante. « Madame Arnaud, je suis pharmacienne. J'ai rencontré votre fils. Il m'a parlé de vous. Mon cœur s'est arrêté. Que vous a-t-il dit ? Qu'il vit avec sa faute chaque jour. Qu'il ne cherche pas à être pardonné, mais à devenir quelqu'un de meilleur. » Je n'ai pas su quoi répondre. Il y avait tant de douleur dans ces mots, et pourtant une trace d'humilité nouvelle. J'ai remercié la femme, puis je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas des larmes de colère. L'automne suivant, j'ai reçu une nouvelle lettre. Elle venait encore de Julien. Cette fois, il ne demandait rien. Il me parlait de sa vie simple, de son travail, de sa solitude, de son souhait d'aider les autres. Il me racontait qu'il donnait bénévolement des cours de biologie à des jeunes en réinsertion. À la fin, il écrivait « Maman, je ne sais pas si tu liras ces mots, mais si un jour tu as besoin de moi, pour quoi que ce soit, je viendrai. Parce que, malgré tout, tu es et tu resteras ma mère. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre, et parfois, je la relis, comme on touche une cicatrice ancienne pour s'assurer qu'elle ne saigne plus. Sophie a maintenant un petit ami, Antoine, étudiant en sociologie. Elle est heureuse, et cela suffit à me rendre heureuse à mon tour. Parfois, quand nous dînons ensemble, elle me parle de ses cours, de ses stages à l'hôpital, de ses projets pour l'avenir. Elle veut travailler à l'hôpital de la Croix-Rousse, dans le service de médecine communautaire. Elle me dit souvent « Je veux soigner les gens comme toi, mamie, ceux qu'on oublie, ceux qu'on juge. » Et je pense alors que, d'une certaine façon, elle soigne aussi une autre blessure, celle de notre famille. 3 ans ont suffi pour détruire une vie. Mais il aura fallu 10 ans pour reconstruire une âme. Aujourd'hui, je peux dire que la justice a été rendue, mais surtout que la paix intérieure a été trouvée. Je n'ai plus peur de vieillir, ni d'être seul. Parce que je sais que l'amour véritable, celui qui ne dépend ni du sang ni du nom, existe encore. Il vit dans le cœur de ma petite fille. L'hiver s'était installé sur l'Auvergne. Le vent glacial traversait les collines, et la neige recouvrait doucement les toits du village où je vivais. Un soir de décembre,
Alors que je rangeais des papiers dans mon bureau, la sonnerie du téléphone a retenti. Je n'attendais personne. J'ai hésité avant de décrocher. Une voix masculine, calme mais émue, a dit « Madame Arnaud, ici Maître Lemoine. Je suis désolé de vous déranger à cette heure. C'est au sujet de votre fils. » Mon cœur s'est serré. Pendant une seconde, j'ai cru que le passé allait frapper encore une fois à ma porte. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Julien a eu un malaise au travail cet après-midi. Rien de dramatique, mais il a été hospitalisé à l'hôpital de la Croix-Rousse. Il m'a demandé de vous prévenir. Un silence s'est installé. Je sentais le poids de cette nouvelle m'écraser la poitrine. Il veut me voir ? Oui, madame, il a insisté, mais il m'a aussi dit que vous n'étiez pas obligée. Je suis restée muette quelques secondes, avant de répondre d'une voix presque imperceptible. Dites-lui que je viendrai. Le lendemain matin, je suis montée dans le premier train pour Lyon. La ville était enveloppée d'un brouillard dense. En traversant la passerelle du Rhône, je me suis souvenu du jour où j'avais dénoncé Julien, de la pluie battante sur le parvis du tribunal, de mon cœur brisé mais déterminé. Et je me suis demandé, suis-je prête à le revoir ? À l'hôpital, l'infirmière m'a conduite jusqu'à une petite chambre du service de cardiologie. Quand j'ai franchi la porte, j'ai vu un homme amaigri, vieilli, allongé sur le lit. Ses cheveux étaient gris, ses mains tremblaient légèrement. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai revu dans son regard non pas le médecin arrogant, mais le petit garçon qu'il avait été, celui qui me faisait des dessins maladroits en disant « Pour toi, maman ». « Maman », murmura-t-il. « Bonjour, Julien. » Je suis restée debout, droite, les mains jointes. Lui, les yeux humides, semblait chercher ses mots. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Moi non plus. » Il a esquissé un sourire douloureux. « Le médecin dit que ce n'est pas grave. Juste la fatigue, le stress. J'ai trop travaillé. Tu vois, ironie du sort, moi qui ai sauvé tant de cœurs, j'ai failli perdre le mien. » Je n'ai rien répondu. Le silence s'est étiré, lourd mais nécessaire. Finalement, il a pris une profonde inspiration. « Maman, je ne veux pas parler du passé. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me pardonner. Mais je veux que tu saches une chose. Pas un jour ne passe sans que je pense à ce que je t'ai fait. Ce jour-là à l'hôpital. Ces mots que j'ai dits, ils me hantent. Je donnerai tout pour les effacer. Je l'ai écouté, immobile. Son visage se crispait à chaque phrase, comme s'il expulsait des années de honte. Et moi, je sentais un mélange d'émotions contradictoires. La colère, la compassion, la fatigue et cette douleur sourde que seule une mère connaît. « Julien, ai-je dit doucement, tu as détruit beaucoup de choses. Pas seulement ma confiance, mais aussi ta propre vie. Mais si tu veux vraiment comprendre le pardon, sache qu'il ne t'appartient pas. Il ne se réclame pas. Il se mérite jour après jour. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Alors, je continuerai à le mériter. Je suis resté encore un moment, assise à ses côtés. Nous avons parlé de Sophie. Il savait qu'elle étudiait la médecine. « Elle me ressemble, non ?» a-t-il murmuré. « Non, Julien, elle ressemble à ce que tu aurais pu être. » Ces mots l'ont frappé comme un coup. Mais il n'a pas protesté. Il a simplement fermé les yeux et murmuré « Je suis heureux qu'elle t'ait. Tu as toujours été la seule à tenir ta parole. » Avant de partir, il m'a tendu une enveloppe. « C'est pour toi. Pas d'argent, rien d'officiel. Juste quelque chose que j'ai écrit. » Je l'ai prise sans la lire. Je savais que le temps viendrait pour ça. Le train du retour vers Clermont-Ferrand m'a semblé plus long que jamais. Je regardais défiler les paysages enneigés, les villages endormis, et je sentais au fond de moi quelque chose se délier, lentement. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais une forme de paix, fragile, comme une plaie qui arrête enfin de saigner. Arrivé chez moi, j'ai allumé la cheminée, préparé une tasse de thé et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite à la main. « Maman, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait, ni les mots que je t'ai dit, mais je veux que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu m'as appris toute ma vie. L'honneur, la responsabilité, le courage. Je ne cherche plus à fuir. Je vis simplement, modestement. Je soigne les gens d'une autre manière.
Si un jour tu penses à moi, ne te souviens pas du monstre que j'ai été, mais de l'enfant que tu as tenu dans tes bras, celui que tu as aimé malgré tout. Julien. Je suis resté longtemps à relire cette lettre. Et soudain, les larmes sont venues, silencieuses, libératrices. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sophie. « Mamie, papa m'a écrit aussi. Il veut me voir. » Je me suis raidi. « Et toi, que veux-tu faire ?» Je crois que je veux lui parler. Pas pour lui pardonner, mais pour comprendre. Je savais que ce moment viendrait, et je savais qu'il lui appartenait. Je lui ai simplement dit « Alors fais-le, ma chérie. Mais souviens-toi, tu ne lui dois rien. Va seulement avec ton cœur, pas avec sa culpabilité. » Quelques jours plus tard, elle est allée le voir. Leur rencontre s'est déroulée dans un petit café près de la place Bellecour. Sophie me l'a raconté plus tard, d'une voix tremblante mais sereine. Il m'a dit qu'il ne cherchait pas d'excuses. Il voulait juste me dire qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi. Il a pleuré, mamie, comme un enfant. Elle s'est tue un instant, puis a ajouté « Et tu sais quoi ? Je crois que je l'ai cru. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon mari. Il était jeune, souriant, assis dans notre vieille maison de Saint-Étienne, là où tout avait commencé. Il me regardait avec tendresse et m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Michel. Tu as choisi la vérité, même quand elle faisait mal. Et grâce à toi, notre petit-fils renaît autrement. » Je me suis réveillé en larmes, mais apaisé. Je savais que tout était enfin à sa place. Les années suivantes furent calmes. Julien reconstruisit peu à peu sa vie. Il ne redevint jamais médecin, mais il continua à aider les autres, bénévolement, dans des associations de santé. Béatrice resta à Grenoble, discrète, fidèle à sa promesse de ne pas troubler la paix de sa fille. Et moi, je vieillis doucement, entouré d'amour et de vérité. Sophie obtint son diplôme de médecine avec les félicitations du jury. Le jour de la remise des diplômes, elle m'a tendu sa toge blanche et m'a dit « C'est à toi, mamie. C'est toi la vraie médecin de cette famille, celle qui a soigné nos âmes. » Je l'ai serrée dans mes bras, incapable de parler. Le cercle était bouclé. Aujourd'hui, à 74 ans, j'écris ces dernières lignes depuis mon bureau, face aux montagnes du Massif central. Le ciel est clair, les feuilles d'automne volent dans le vent. Sur la table, la lettre de Julien repose encore, pliée, usée par le temps. Je ne la range pas. Elle me rappelle que la justice, la douleur et l'amour peuvent cohabiter. Difficilement, mais sincèrement. J'ai appris que le pardon n'efface pas le passé. Il l'apaise. Et que, parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de le laisser partir pour qu'il devienne enfin humain. Sophie passe ce soir. Nous dînerons ensemble, parlerons de ses patients, de ses projets. Et quand elle me dira bonne nuit, je saurai que tout ce que j'ai enduré n'a pas été vain. Parce qu'au bout de la souffrance, il y a parfois la paix. Pas celle qu'on cherche, mais celle qu'on mérite.